Fidèles téléspectateurs, espérons que ce magazine de tous les dimanches à 21h sur la télévision du développement vous retrouve dans de très bonnes dispositions, vous permettant ainsi de bien la suivre. Cependant, il ne serait pas superflu non plus de vous rappeler l'âme de cette émission contenue dans la trilogie fidélité, efficacité, régularité. Qui sont avec nous sur ces plateaux dans ces numéros? Le voici et partant de la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre du PPRD, et puis Arsène Loangemunge Lusomi, colonel réserviste, voilà, expert en gestion des situations d'exception et d'urgence, expert en prospective sécuritaire et urgentiste de formation, diplômé en médecine des catastrophes, formateur des formateurs. Ok, après le colonel, nous avons Odinga Lionel, je suis avocat, chercheur en droit public et analyste politique. Analyste politique Odinga. Et après Odinga? Oui, c'est M. Baka, je suis de la diaspora congolaise de la Suède, économiste de formation et puis vice-président de la Chambre de commerce internationale. Ok, vous êtes revenu avec nous. J'espère que... J'avais promis que je serai là. Aussi longtemps que je serai à Kinshasa, je ne manquerai pas de passer vous voir dans cette émission et apporter une pierre de contribution parce que le pays a besoin de tout le monde. Et ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont aussi à Kinshasa. Alors, c'est pour cela que le pays vous a formé aussi. Je vous en prie, surtout quand je vois mon professeur, et ça fait toujours l'argent. Maintenant, on est collègues sur le plateau. Ok. Donc, allons à gauche cette fois-là. Et à gauche, nous allons retrouver Robert Ngambi. Je suis secrétaire permanent en juin, chargé des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales, membre du bureau politique et président de la commission électorale au parti lumumbiste unifié du vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire, détenteur d'une charge horaire à l'Université pédagogique nationale. Ah bon, alors, le samedi, les Palous avaient une grande réunion. Oui, on a fait une grande mobilisation sur la cotisation spéciale élection. Nous sommes d'une culture qu'un parti fonctionne avec la cotisation de ses membres. C'est une culture nous léguée par le vénérable patriarche Antoine Gizenga et avec Makeshi comme secrétaire général, successeur d'Antoine Gizenga, nous continuons la même vision. Très bien. J'espère que le Palou va résister et pas mourir comme l'Impère. Non, mais l'Impère, ça, il faut parler ça à Lokaka PPRD, mais le Palou est dans le public et dans la masse. C'est le parti du peuple. Alors après les Palous, nous avons... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le directeur, je profite de votre plateau pour présenter mes condoléances à la famille des 10 compatriotes congolais qui sont morts au Soudan. Et j'appelle notre gouvernement à mettre les mécanismes en marche pour que les corps de nos compatriotes reviennent au pays pour qu'on fasse le deuil. Oui, mais les étudiants vivants sont en train de souffrir et ils ont poussé des cris d'alarme. Je me demande si les affaires étrangères ont pris déjà toutes les dispositions pour que les Congolais reviennent au pays. Et puis c'est M. Arsène Badibanga, fils de Boni Misenga. Je suis chef d'entreprise et je suis un acteur politique, membre de l'Union Sacrée. Je profite aussi de cette occasion pour dédier cette tranche d'émission à tous nos compatriotes décalés qui se retrouvent dans une situation très compliquée. C'est en leur mémoire que nous dédions cette émission. Ok. Alors, nous avons un invité spécial, c'est le professeur Bakandedja. Toute personne qui est passée par l'université connaît Bakandedja. Même si ceux qui n'étaient pas à l'université connaissent Bakandedja, on ne le présente pas. Il est là,
C'est le professeur Bakandeja. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, le doyen de la faculté de droit. Il a formé plusieurs juristes dans ce pays. Et tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Ngambi, et les Baka, les Odinga, les Lokaka, connaissent bien Bakandeja. Donc, ce n'est pas un homme à présenter. L'exercice de présentation terminé, c'est les sommaires. Comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, parlons aujourd'hui de notre monnaie. Cet attribut de très haute portée pour une nation que nous, Congolais, ne savons pas comment nous en servir avec efficacité. Nous foulons au pied des dimensions combien nobles dont elle dispose, à savoir dimension sociale, politique, psychologique, juridique et économique. Nous allons parler aussi de l'insécurité en République démocratique du Congo. L'insécurité rend le Grand Congo un grand malade d'Afrique, auquel les vrais et les faux médecins se disputent pour proposer chacun à son tour sa thérapeutique pour la grabbatisation de ces grands pays continents dans les grands continents africains. Voilà de quoi ce que nous allons parler dans cette émission. Commençons par les problèmes de la monnaie. Aujourd'hui, au Congo, on parle dollar. Dollar. Les bailleurs ne réclament leur loyer qu'en dollars. Les commerçants ne se réfèrent qu'au dollar pour fixer les prix de leurs produits, alors que les Congolais sont payés en francs, la monnaie qui est notre monnaie. Professeur, vous êtes ancien ministre de l'économie dans ce pays. Sommes-nous dans une économie normale, selon vous? Monsieur le directeur, on n'est pas dans une économie normale parce qu'on n'est pas sur les mêmes paramètres. Il faut donc, lorsqu'on parle de la monnaie, on voit que c'est un attribut de la souveraineté, comme tout le monde le sait, mais il faut partir de ses fonctions. À partir de ces fonctions, nous allons comprendre que notre situation est ailleurs. Il y a la fonction d'unité de compte, parce que vous venez de parler là de tout le monde est payé en dollars, les loyers, etc. Tout le monde est payé en francs. Tout le monde est payé en francs, mais la réalité c'est que les locataires payent en dollars. Alors donc, est-ce que c'est une unité de compte? L'unité de compte, c'est le pouvoir politique qui détermine, c'est ça l'unité de compte. Ça c'est première fonction. Intermédiaire des échanges. Est-ce que c'est encore l'intermédiaire des échanges, puisque là, vous parlez des loyers qui sont payés en dollars. Et réserve de valeur. Alors, à partir de ces trois fonctions-là, on peut se faire une idée d'une monnaie. Est-ce que la monnaie va jouer son rôle? Parce que pour une monnaie ait de la valeur, il y a l'élément psychologique, c'est qu'il faut que les populations donnent confiance en la monnaie. Il y a l'élément confiance. Donc l'élément psychologique, c'est un élément très important. Ensuite, il y a la décision politique qui doit déterminer si c'est cette monnaie-là qui a cours légal dans le pays ou pas. Et puis, il y a la production. Donc, une production au sens global. Parce que l'économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc, il faut qu'il y ait un marché. Mais quel est le rôle des acteurs économiques? Le rôle des acteurs économiques, il y a plusieurs acteurs économiques dans un pays. Vous avez les ménages, vous avez les entreprises, vous avez l'État, vous avez le monde extérieur. Que font les ménages? C'est percevoir des revenus, ça veut dire qu'il y a du travail. S'il y a du chômage, les ménages ne peuvent pas percevoir des revenus. Que font les entreprises? Les entreprises produisent des biens et services pour réaliser des bénéfices. Est-ce que nous avons des entreprises
C'est la question qu'il faut se poser. Après, il faut remonter dans l'histoire. Quelles sont les entreprises qui existaient au Congo? Les entreprises qui existaient au Congo, c'était des entreprises étrangères, qui étaient des filiales des sociétés multinationales. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons nationalisé ces entreprises. C'était une illusion. On a nationalisé, donc on a aérianisé. Ensuite, il y a eu des pillages, des ressources et tout ça. Et puis, finalement, au Congo, je peux dire qu'on ne produit pas. Personne ne produit parce qu'il n'y a pas d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateurs économiques congolais qui produisent des biens et services pour les mettre sur les marchés et vendre. Mais comme on ne produit pas, on est obligé d'importer. Quand vous importez, vous diminuez vous-même la valeur de votre monnaie parce que vous importez alors que vous ne produisez pas davantage. La seule production qu'on a au Congo, c'est d'abord, les espèces qui vous ressemblent, parce qu'on produit davantage. On a 14 ou 15 enfants et tout ça. C'est déjà une production. Mais c'est une production qui ne rapporte absolument rien, parce que ça vous rapporte des produits. Deuxième production, c'est la production musicale. Vous préférez danser, boire et tout ça. Et l'autre production, qui n'est pas normale, c'est la production religieuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent des extraits bibliques du matin jusqu'au soir, alors qu'on ne travaille pas. Or, un État s'enrichit par l'efficacité de la production de l'ensemble des acteurs de la société. Voilà le deuxième élément. Alors, troisièmement, l'État. Quel est le rôle de l'État? Percevoir des impôts et réaliser des dépenses. Mais si l'État est incapable de percevoir les impôts, parce qu'au Congo, tout le monde ne paye pas d'impôts, vous le savez, les entreprises les payent rarement, les particuliers ne payent pas, la majorité, alors qu'ils ne sont pas exemptés. C'est les seuls qui sont exemptés du paiement des impôts, ce sont les éléments de forces armées et police. Nous avons un colonel là, il ne doit pas payer, on doit le prendre en charge, et leurs camarades étudiants. Parce qu'ils ont un peu de même comportement, quand ils sont fâchés, ils agissent d'abord, après, ils viennent réfléchir, c'est pourquoi ils sont exemptés d'impôts. Vous voyez déjà là, et puis vous avez le monde extérieur. Le monde extérieur doit venir pour investir. Mais pour investir, il faut qu'il y ait la sécurité. Quand vous êtes en situation de crise économique, crise sécuritaire, les gens ne viendront pas pour investir. Et quel est le rôle maintenant? Cinquième acteur important, c'est la banque centrale dans un pays. Quel est le rôle de la banque? Ça dépend des objectifs qu'on lui assigne. Il y a des pays qui assignent l'objectif à la banque. Non seulement vous stabilisez les prix, mais vous contribuez à créer, à soutenir l'emploi et la croissance. Il y a d'autres qui disent non, on ne doit pas soutenir ça, nous allons seulement voir la stabilité des prix, etc. Alors, le Congo est dans quelle situation? Vous voyez, alors, avec l'ensemble de ces acteurs, vous pouvez vous rendre compte qu'on n'est pas dans le fonctionnement d'une économie normale, parce que les rôles joués par ces acteurs sont biaisés. Et les ménages, il y a le chômage, les entreprises, on les a cannibalisées, celles qui étaient considérées comme entreprises publiques, mais qui étaient des privés, vous les avez nationalisées, mais finalement, elles ne produisent rien, ce sont des canards boiteux. L'État ne joue pas suffisamment son rôle de percevoir les impôts et de réaliser les dépenses. Quand il réalise des dépenses, il les réalise parfois pour d'autres problèmes que la production, pour contribuer à la croissance. Voilà donc l'économie du Congo qui explique que, comme tous ces paramètres, on ne les retrouve pas, on a des difficultés. D'abord, et puis l'élément le plus important, vous parlez de la monnaie. Quelle est la masse monétaire du Congo? La masse monétaire, quand vous regardez les banques, 80% des dépôts des banques privées qui doivent intervenir à l'économie, c'est des dollars. Alors en ce moment-là, quand vous avez des réserves en dollars, et puis le franc congolais, il n'y en a pas, comment on va créer de la monnaie pour répondre aux besoins? Et quand on crée cette monnaie, est-ce qu'on crée réellement la monnaie pour l'injecter dans les circuits officiels? Vous avez l'économie informelle, tout le monde traite, et puis il y a des bureaux d'échange partout. Donc la monnaie,
on n'a pas la maîtrise de la monnaie parce que nous avons voulu que cette monnaie ne soit pas maîtrisée par les Congolais. Parce que nous avons accepté la libre circulation de la monnaie nationale et des monnaies étrangères. Alors en ce moment-là, la monnaie qui donne plus de garanties, les gens vont se réfugier dans cette monnaie-là, et celle qui n'inspire pas, qui n'inspire plus confiance, alors que vous êtes des nationalistes. Le problème, c'est que quand les Congolais vont à l'extérieur, ils respectent les monnaies des autres pays. Mais quand ils rentrent sur le territoire, ils deviennent fous, et cette folie collective fait qu'on a des difficultés. Voilà comment je peux vous donner la situation que nous avons, c'est une situation anormale. Anormale. Est-ce qu'il y a possibilité de redonner confiance aux Congolais sur leur monnaie? Mais il y a possibilité, c'est un problème de conscience. Il faut réformater le Congolais. Il faut le réformater d'abord par le travail. Le Congolais ne travaille pas. En réalité, ceux qui vont au travail ne vont pas pour travailler, ils vont pour se promener. Parce qu'ils perdent déjà le temps dans le transport. Vous voyez tout ce qu'il y a. Vous êtes dans les embouteillages, etc. Quand vous êtes dans les embouteillages, le travail commence à 8 heures. Vous commencez à 11h30 et à 14h, vous voulez repartir. Donc vous n'avez pas travaillé. Vous êtes allé au travail, mais vous n'avez pas travaillé. Donc les Congolais doivent apprendre à travailler. Et la grande richesse dans un pays, ce ne sont pas les mines ou les hydrocarbures. La grande richesse, c'est dans l'agriculture, dans le sol. Si vous avez à manger, vous pouvez réfléchir. Quand vous n'avez pas mangé suffisamment, il n'y a plus de réflexion possible. Donc c'est ça le travail agricole. Alors c'est la raison pour laquelle il faut travailler la terre, avoir des programmes de développement et penser à chez soi. Nous sommes autour de cette table, tout le monde est devenu quinois, alors qu'en réalité, vous devez être des villageois au Congo, on ne les respecte pas. Mais ce sont les villageois qui produisent, qui vous donnent à manger. Voilà pourquoi il faut rentrer vers la terre. Et à partir de ce moment-là, si vous vous organisez au niveau de la terre pour produire davantage, vous devez maintenant utiliser les moyens de l'État pour avoir de l'énergie, et puis créer un type d'homme, d'acteur économique congolais qu'il faut appuyer. Le Congolais doit prendre des risques, et en ce moment-là, vous avez l'appui avec le système bancaire, avoir des banques de développement, des banques agricoles, des banques pour... En ce moment-là, vous avez la possibilité de permettre à chacun de penser à travailler pour percevoir un revenu. Ce revenu doit lui permettre d'avoir la possibilité d'épargner, et c'est cette épargne-là qui va lui permettre de contribuer au développement de son pays. Donc voilà, c'est des choses un peu simples ailleurs, mais c'est complexe au Congo parce que on vit en l'air, on n'est pas assis sur des choses beaucoup plus solides. Mais professeur, comment est-ce que nous avons ôté, nous, Congolais, les pouvoirs libératoires à notre monnaie? Mais nous avons voté, nous avons suivi ce chemin-là parce que nous avions décidé de devenir fous collectivement. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le président Mobutu avait créé le Zaïre monnaie en 1971, un Zaïre équivalait à $2. C'est clair? Oui. Après, il y a eu des crises, etc. On produisait encore, les gens travaillaient, on n'était pas dans la distraction avec des danses multiples et puis beaucoup de gens qui prient le soir. Moi, je n'ai rien contre les gens qui sont le matin, il est à l'église, on ne va pas aller travailler, etc. Non, on n'était pas dans les solutions miracles. Les gens ne travaillent pas, ils sont dans les solutions miracles, ils attendent, et on est devenus des mendiants, donc des nomades et des mendiants. Ça, c'est clair. Ensuite, comme on n'a plus travaillé avec toutes les politiques économiques qu'on a vues à l'époque, zaïrianisation et tout ça, mêlé aux crises sécuritaires, et puis vous êtes allé dans cette histoire de conférence nationale, c'est ça qui a fait qu'il y a des problèmes. Alors, quand Mouzé est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? On a créé le Front congolais. On est revenu au Front congolais parce qu'en réalité, le Front congolais existait déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo. Quelle était la valeur du franc congolais par rapport au dollar? Un franc congolais, $1 équivalait
en 98, je crois que c'est le 30 juin, 0,77 $. 0,77 $ en 98. Et après, il y a eu la guerre, ça peut se justifier. Maintenant, on est au taux que vous connaissez. Alors, vous voyez, donc, il y a eu une dégringolade qui a fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. La guerre n'a pas favorisé aussi l'environnement. Donc, parce que vous avez fait la guerre, et puis vous avez, quand vous faites la guerre, ceux qui vous agressent, qu'est-ce qu'ils font? Objectif, détruire les unités de production et tout ça. Quand on détruit tout ça, pour reprendre, ça prend du temps. Il faut un courage exceptionnel pour se reformater et se dire, on ne peut pas se développer en comptant sur l'extérieur. Il faut travailler en interne. Et les politiques de développement doivent être basées sur le centre, intégrer l'économie nationale à partir du centre. Vous voyez qu'au Congo, pendant longtemps, le centre est devenu le désert. Le centre, c'est quoi? C'est les provinces de Kasaï, un peu de l'Équateur et Maniema. Sous ce centre-là, c'est un vide. Le développement, maintenant, c'est, vous avez Kinshasa, vous avez l'ex-Katanga, et vous avez un peu, aujourd'hui, le nord et le sud Kivu. Le reste, là, c'est vide. Donc, il faut que les gens apprennent à travailler. Et il y a des pays qui ont réussi. Vous avez certainement entendu, aujourd'hui on parle de la Chine, il y a eu ce qu'on appelle la révolution verte. Donc, à un certain moment, il faut manger le pondou et les bitekoutekou, etc. et manger le poisson du fleuve. Et ne pas toujours attendre que le poisson vienne d'ailleurs. Plus vous attendez que le poisson vienne d'ailleurs, alors que vous avez la possibilité d'en avoir localement, vous allez me dire, mais il faut régler les conditions. Mais les conditions, c'est la volonté de travailler. Et il ne faut pas compter sur l'étranger pour vous donner à manger. Plus vous comptez sur l'étranger pour vous donner à manger, sans prendre conscience qu'il y a la nourriture autour de vous, vous connaîtrez toujours les mêmes problèmes. Alors, M. Baka, qu'est-ce qui fait que les Congolais ont perdu confiance en sa monnaie? Merci, M. Noël, pour la question, et merci au professeur Bakandeja qui nous a fait un discours magistral. Donc, c'est comme si on était dans l'auditoire. Donc, c'est très bien. Donc, la matière est toujours là. Pour cette raison que je l'ai invité. La matière est toujours là, mais c'est dans l'application qui pose un problème. Je crois qu'au Congo, nous avons une crise qui a atteint une dimension qu'on ne peut pas calculer, une crise morale. Parce que je ne peux pas comprendre ce que le professeur nous a raconté maintenant. Et il y a plus de 30 ans passés, on a entendu le même discours à l'université. Il a produit beaucoup de cadres, mais sur le terrain, on sent que les choses traînent toujours à aller de l'avant. Moi, je dis que la monnaie, c'est comme une femme. Quand vous avez une femme, il faut l'entretenir, et cette relation, c'est basé sur l'amour et la confiance. Et lorsqu'il n'y a plus confiance entre l'homme et la femme, la conséquence, les enfants sont dans la rue, ce sont des chégués, et la maison s'écroule. Parce que quand on voit étymologiquement parlant, comme on dit, la monnaie fiduciaire, fiducia, ça devient confiance, la foi. Alors, aujourd'hui, nous assistons à cette dégringolade de notre monnaie, mais si nous rentrons un peu, on fait marche en arrière, on voit que notre monnaie, le Zaïre en son temps, avait de la valeur. Et qu'est-ce qui donne la valeur à une monnaie? C'est aussi la stabilité politique. C'est très important, c'est un élément capital. Lorsque la politique est stable et les opérateurs économiques peuvent travailler... Les dimensions qu'a la monnaie. Absolument. Donc, lorsque la politique est stable, ça va favoriser un climat des affaires et la monnaie aussi va suivre. Ça, c'est un. Et des deux, la monnaie étant réserve de valeur, parce que vous avez posé la question concernant les bailleurs qui imposent vraiment le dollar. Pourquoi le dollar? En économie, il y a une loi de Gresham, on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça dit quoi? Lorsque l'économie devient instable, la Banque centrale fait que la planche à billets, il pompe sur base de quoi? On ne sait pas, ex nihilo, on crée la monnaie sur base de rien. Mais est-ce qu'en contrepartie, qu'est-ce qui va donner à cette monnaie la valeur? Le prof l'a dit, c'est la production. Est-ce que nous produisons au Congo? C'est ça la grande question. Et des deux, si on voit l'économie congolaise, c'est une économie informelle,
au moins 90% des gens sont dans l'informel. Et ceux qui sont dans l'informel, ils sont à peine 5 à 10%. Et le taux de bancarisation même, au niveau des banques, c'est entre 5 à 10%. C'est très dangereux. C'est-à-dire que même la population n'a plus confiance aux institutions bancaires. Pourquoi? Il y a des causes. Lorsqu'une banque, j'ai appris, on était à l'étranger, une banque est tombée en faillite et les gens sont morts. Comment une banque commerciale peut-elle tomber en faillite? Donc, automatiquement, il y a toujours le problème de confiance entre la population et... C'est des BIAC. Voilà, BIAC. Et aujourd'hui, ceux-là qui... Il n'y a pas eu que BIAC. Tout ça, les caisses d'épargne africaines qui est en train de dégringoler. Alors, là maintenant, si on me paye un franc congolais, automatiquement, comme j'ai plus confiance à la banque, alors il faut chercher une monnaie de refuge qui devient le dollar. Donc il faut prendre le dollar et être sûr que j'ai la monnaie avec moi. Mais ça aussi c'est intéressant au Congo, je ne comprends pas. Même ceux-là qui prennent le dollar comme monnaie de réserve, alors il faut demander, qu'est-ce que tu fais avec cette monnaie? Mais demain, lorsqu'il aura besoin de francs congolais, il peut encore échanger cet argent pour avoir le franc et faire les achats. Donc c'est un comportement absurde, ça ne se justifie pas. Donc tout ça parce qu'il y a crise de confiance. Nous devons remettre la confiance d'abord à nos institutions, mais l'État aussi doit jouer son rôle. Parce que l'État a le rôle de régulateur au sein, dans le pays quelconque. Donc il faudrait que l'État puisse rentrer dans ses droits et essayer d'appliquer une bonne politique monétaire et surtout recréer la confiance. Je prends l'exemple d'un pays, l'Angola, où il n'y a que le kwanza qui est monnaie sur le cours légal. Donc si vous avez les dollars en Angola, je vous dis, on peut vous arrêter même. C'est interdit d'avoir. Donc si vous voulez changer, il faut aller auprès d'une banque commerciale. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a un problème, parce que les théories là, on a parlé des théories, il y a un démon qui habite les Congolais. Parce que il n'est pas normal, parce que vous pouvez aller à Brazzaville ici, vous n'achèterez rien en francs, en dollars ou en euros. Mais quand vous traversez pour venir ici, vous devenez fou. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez vous atterrissez à l'aéroport, vous devenez fou, vous acceptez ce qui n'est pas accepté ailleurs. C'est pourquoi j'insiste sur le réformatage du Congolais. Il a perdu des repères. Vous comprenez? Donc il faut avoir la confiance dans la monnaie de son pays. Deuxième élément pour l'État, on peut, quand vous avez ce qu'on appelle le principe du nominalisme monétaire, toutes les transactions dans un pays doivent se faire en monnaie ayant cours légal. Quelle est la monnaie qui a cours légal? C'est le franc congolais. Mais par des lois spéciales, l'acceptation de la libre circulation des monnaies étrangères et du franc congolais, c'est une rénonciation en fait au cours légal de la monnaie. Alors pourquoi on est arrivé là? Parce que je vais vous donner des choses les plus simples, parce que ce sont des choses qu'on a gérées pratiquement. Vous voulez vendre, nous avons beaucoup d'opérateurs ici, ce sont les opérateurs miniers. Les opérateurs miniers, quand on prend la production agricole, la production minière, c'est pour, par exemple, l'or, vous avez le diamant. Ce diamant, nous n'avons pas une bourse pour vendre au Congo. Vous devez aller vendre ça à l'extérieur. C'est-à-dire Anvers ou bien Tel Aviv. Nous avions décidé, ici, dans ce pays, et j'étais à l'époque ministre de l'économie, nous avons créé une bourse congolaise des matières précieuses, là où se trouve la CENI. C'est l'ex-banque du peuple. C'était là qu'il y avait la bourse congolaise des matières précieuses. En disant aux Congolais, vous pouvez amener vos diamants, on peut les vendre ici à Kinshasa, et puis on peut vous payer même comme vous aimez le dollar, on va mettre ça sur votre... Mais les Congolais ont refusé qu'on ait une bourse ici. On a même créé des zones de libre circulation monétaire. À Kaemba, Chikapa, Boujmaï, et j'ai été chargé d'aller discuter avec ces gens pour leur dire, ça c'est votre pays, n'amenez pas vos histoires à l'extérieur. Mais les gens ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, vous connaissez la bourse régionale de matières précieuses qu'il y a? Non, elle n'existe pas. Bon, je ne vais pas citer le nom parce que vous le savez. On a pris la décision pour bloquer nos frontières.
nos ressources minières étaient vendues sur quel marché? d'Anvers. Non. Vous avez, avant qu'on arrive à la bourse régionale qui est dans un pays voisin, il y en avait ici à Brazzaville. Le diamant que... il y avait des comptoirs de diamants à Brazzaville. Est-ce que Brazzaville produit le diamant, non. Le diamant? Pas du tout. Alors maintenant, vous avez le coltan, vous avez le cuivre, le cobalt, etc. Mais ça va dans toutes nos frontières. Pourquoi il faut contrôler vos frontières pour éviter que les produits, vous avez parlé de l'économie informelle, tous nos produits sont exportés sans que l'État puisse avoir une mainmise. Quand vous exportez un produit, vous devez normalement payer des licences qu'on appelle le modèle licences d'importation, des EISR. Mais personne ne passe par là. Donc vous voyez que nos ressources sont dilapidées, il n'y a aucun contrôle, et je peux vous dire que la Banque centrale n'a pas la maîtrise de la masse monétaire, et en dollars, puisque tout sort de chaque côté. Ne parlons pas en francs congolais. Parce que quand on fabrique des billets de banque, vous savez qu'il y a des gens, il y a aussi les blanchiments et tout ça, et tous les billets ne viennent pas de la Banque centrale, vous le savez. Je ne dois pas vous apprendre. Les cartons des dollars, des francs congolais qui sortent, etc. Quand on les injecte sur le marché, si ça n'a pas été contrôlé, ça va conduire à l'inflation. Il y a un problème de donc, vous voyez, il y a des choses qui sont liées à nos comportements, parce que les Congolais ne sont pas sérieux, ils n'aiment pas leur pays. Il faut aimer le pays, parce que vous parlez de la belle femme. Hein. Mais si une femme se rebelle, mais vous devez faire un effort pour qu'elle revienne à vous. Alors, il faut faire un effort pour expliquer, et c'est là le rôle même de la radio et de la télévision. Vous voyez, vous avez 150 télévisions au Congo, 300, je ne sais pas combien il y en a. Mais quand vous regardez, quand vous suivez les émissions sur ces chaînes-là, ceux qui font des miracles, qui demandent de l'argent, vous voyez que vous n'avez pas mangé chez vous, mais vous préférez donner $20 à quelqu'un, peut-être un démon qui vous a hypnotisé, et puis vous sortez cet argent-là. Et c'est le soir à la maison que vous vous rendez compte, mais j'avais donné ça quand j'étais à la prière, et maintenant je me retrouve avec rien. Donc, et demain, Dieu va vous aider encore. C'est très capital. Dieu va vous aider. Voilà, c'est ça. Pour atterrir, c'est la production. Vous voulez que la monnaie ait la valeur, vous devez produire. À l'interne, en ce moment-là, quand vous avez des francs congolais, il y aura stabilité des prix sur le marché. Vous n'aurez pas l'intention d'aller vers une monnaie de refuge qui est les dollars. Parce que c'est ce qui crée, et les opérateurs économiques, ils vont nous expliquer, vous allez voir. Si moi je suis un importateur, je me retrouve avec une masse monétaire en francs congolais, je dois aller acheter ailleurs pour faire entrer au Congo. Je devrais payer le dollar à un taux du marché. Pas un taux fixé par la Banque centrale. Donc, le taux fixe n'existe plus, mais là c'est le taux flottant. Non. Chacun a son taux dans ce pays. La Banque centrale n'a pas la maîtrise de la masse monétaire, d'abord, c'est la première des choses. Au-delà de manquer la maîtrise de la masse monétaire, elle n'a aucune politique appropriée par rapport à la stabilisation de la monnaie. C'est un peu trop parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent là, mais je vous dis qu'il y a le contexte congolais est un contexte particulier, il est démoniaque. En fait, non, bon, c'est une approche qui s'explique pas, c'est le réalisme que nous vivons sur le marché. Mais il y a une chose très importante. Je crois qu'il faut qu'il y ait des bases. Nous n'avons pas de bases, on n'a pas de préalable. Pour avoir le contrôle sur la monnaie, on ne peut pas parler d'une stabilisation monétaire si au départ l'État manque de politiques appropriées. Le professeur serait un petit peu mal à l'aise si je parle comme ça, mais la réalité qui se vit au terrain nous prouve autre chose. Parce que comment est-ce qu'on est en 2020, le taux porte 2020, on est en 2021, nous sommes en 2021, on est en 2022. On dirait que c'est un groupe ou bien une masse de personnes qui s'arrogent le droit de fixer le taux par rapport à leurs intérêts. Et ça se justifie. Parce que l'État n'a pas la même mise sur le marché, l'économie du marché. L'État ne produit pas. Nous importons même les gingembre, je vous informe. Nous importons même les produits agricoles. Nous sommes spécialistes en production que pour des choses, pour le cuivre qui nous échappe, pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle parce que nous exportons sans transformer. Nous obéissons à une économie ou à une politique du marché extérieur. Nous amenons nos biens précieux qui peuvent faire entrer des devises dans le pays. On nous impose le prix par l'acheteur.
C'est ça aussi un problème. Et comment voulez-vous stabiliser la monnaie si au départ, les banques qui sont d'abord au pays sont des banques étrangères, qui obéissent à des filières, qui échappent à la double taxation? Il n'y a pas d'argent qui entre. Nous sommes devenus un paradis fiscal. La Banque centrale du Congo, le pays, les hommes politiques sont plus riches que nous, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Vous n'avez qu'à scruter autour de la ville. Quelle maison, on ne vous dira jamais que sur 10 maisons, et les 5 ou 7 maisons sont des maisons des entrepreneurs. Non, ce sont des maisons des hommes politiques. Et quand ils achètent des maisons pareilles, ils le font pour leur bien. Mais quand un entrepreneur a une maison, c'est pour la mettre en location, c'est pour financer, c'est pour investir. Tout nous échappe dans ce pays. Je crois qu'il y a le préalable qu'il faudrait mettre sur pied. Et le problème aussi de la stabilité monétaire est dû aussi à ce problème des réserves de change. Les réserves de change est un élément, est un catalyseur très important dans la stabilisation du rapport franc-dollar. Mais nous en avons combien? 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars de réserves de change par rapport à une population de plus de 120 millions d'habitants, et on s'en félicite. Mais vous êtes homme d'affaires. Vous avez parlé de l'exportation de matières telles que le diamant, le cuivre, l'étain et tout ça. Les produits de vente de ces matières rentrent au pays ou restent dans les banques étrangères? Non, mais une partie reste d'abord en grande partie dans les banques étrangères. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, parce que l'État est en train de chercher à vouloir bénéficier d'une certaine confiance avec la fameuse politique de la FMI et de la Banque mondiale qui nous mène nulle part. Et ce qui entre au pays, il n'y a même pas de traçabilité. Il n'y a pas de gouvernance assez solide. Dans quelle proportion c'est qui rentre au pays? Vous dites? Dans quelle proportion? Non, mais presque tout reste à l'extérieur. Parce que, je vous donne un exemple très simple. Vous avez des réserves de change qui nous mènent à 4 milliards de dollars, pendant qu'il y a eu des contrats miniers qui ont été signés à plus de 120 milliards, 80 milliards de dollars dans ce pays. On se demande, mais d'où vient cette somme modique-là? Parce que les réserves de change et l'émanation de tout ce qui est matière première, j'espère que le professeur ne va pas me contredire à ce problème, à ce propos. C'est tout ça. Mais le grand problème, c'est qui est propriétaire des matières premières qui sont exportées. C'est ça. Qui est propriétaire des particuliers? Ah non, mais c'est vous qui avez prévu dans les lois. Quand vous avez une loi, dans les lois minières, là, les matières premières exportées sont les propriétés des investisseurs qui ont l'obligation de rapatrier au moins 30% des ressources générées par l'exportation. Pendant des années, ces gens n'ont jamais remboursé et personne n'a jamais poursuivi pour leur demander de rembourser. Et ce qu'ils payent à la Banque centrale, c'est une redevance de change. Ce n'est pas le prix du produit qui a été exporté. Alors qu'avant, nous avions des politiques qui imposaient aux exportateurs de matières premières, notamment la gécamine et autres là, et tout ça, de rapatrier, parce qu'en fait, les devises reçues des exportations étaient la propriété de l'État à travers l'Institut d'émission. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Mais nous avons renoncé. Ce n'est plus la propriété de l'État, c'est la propriété de l'investisseur. Donc il faut renverser les règles. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Quand vous avez une production de 1,5 million de tonnes, ça a un coût, hein, de cette production-là, c'est plus de 190 milliards de dollars. Qu'est-ce qui rentre dans la caisse de l'État en termes d'impôts? Mais prof, comment est-ce que l'État va bénéficier des impôts pendant que ces investisseurs obéissent à la loi de la société mère-fille? Ce sont des succursales. Et au niveau de la société mère-fille, on évite ce qu'on appelle, ça c'est dans la fiscalité internationale, des problèmes de double taxation. On ne peut pas taxer une société qui est une filiale d'une taxation qui doit être reversée au niveau de la société mère. Ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'État congolais. Je crois qu'il faut que les choses soient vues dans cet angle-là. Les choses soient vues dans cet angle-là. Vous avez parlé tantôt des marchés boursiers. Oui. Mais vous savez que le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie,
et les autres pays de l'Est ont une société, ont des marchés boursiers ou des marchés financiers qui obéissent à leurs obédiences. Bon, mais et que nous, pour vendre, quand il y a eu la vente de Procrédit par rapport à Equity en son temps, la vente s'est faite selon le marché boursier de tous ces pays. bon, mais alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un marché boursier au Congo? La volonté politique, cher professeur. Nous avons un problème sérieux de la volonté politique. Ok. Oh, ok. Puisque la bourse existait, Vous savez au moins que la bourse, on avait tenté d'investir. S'il vous plaît. Oui, mais M. Ngambi, vous voulez dire... Nous parlons comme si nous étions des étrangers qui analysaient les Congos. Mais nous sommes des Congolais qui analysons nous-mêmes notre propre situation. Ça montre quelque part, et c'est une faiblesse, les lois existent, les principes sont établis, mais l'exécution pose problème. Dans tous les secteurs, combien respectent le code Le code d'impôt. Code de conduite d'abord, sur le boulevard, c'est comme on appelle ça. Les feux de signalisation. Les codes routiers, combien de Congolais respectent? Combien de Congolais respectent les différentes lois qui existent dans ces pays? Ça montre qu'il y a un problème d'autorité de l'État. Dans tous les pays du monde, même tous les pays peuvent être exportés, importés beaucoup plus. Mais par du fait que les lois existent, vous arrivez à l'aéroport, si vous voulez consommer, vous prenez la monnaie du pays pour consommer. Et un circuit est installé pour pouvoir surveiller le reste des monnaies étrangères qui entrent dans le pays. Ça s'est fait même dans les petits pays africains ici. Mais ce n'est qu'ici où tout le monde peut venir, même avec la maman. Vous pouvez acheter Matembele ici à Wenze. En dollars, en euros, en kwanza, en francs CFA, vous achetez. Les beignets, vous pouvez acheter le beignet en kwanza ici. On prend. Vous pouvez acheter le beignet en euros. On prend. C'est un problème, une faiblesse qui revient au niveau de l'autorité de l'État. Ça, c'est un principe qu'il faut d'abord instaurer, le respect de tout ce que nous avons établi comme norme. Ça peut nous permettre de pouvoir nous donner ce que le professeur parle de... C'est quoi? Formater les Congolais, lui donner... reformater les Congolais. Les Congolais lui donner une nouvelle éthique. Ça ne se donne pas par le fait tout simplement de la prédication du pasteur, mais ça se donne par le respect des principes établis. Pourquoi il y a la police? Pourquoi il y a le parquet? Pourquoi il y a le service d'enseignement? Le rôle, c'est de faire respecter les lois de la République. Mais lorsque tous ces services-là ne font pas le travail, ils tombent pratiquement dans la corruption. Conséquence, c'est que c'est la jungle. C'est ce que nous vivons chaque jour. C'est la jungle, le non-respect de lois et des règles établies. Ailleurs, ça s'est fait, ça se respecte. Deuxièmement, vous avez un pays, même si on nous dit, bon, notre économie est... Et comment expliquer que ces lois ne soient pas respectées? C'est la faiblesse de l'autorité de l'État. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, dans un État, il n'y a pas que les autorités. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une folie collective. Alors, nous, l'émission... L'État se donne toujours ce qu'on appelle le dirigeant. Oui, c'est vrai. L'État se donne un leader. Beaucoup de pays, ça c'est ce qui fait que le Congo... Depuis qu'on a connu la crise économique, depuis 1973, je crois, jusqu'aujourd'hui, comme si on n'est pas encore sorti de la récession économique. Et nous sommes toujours une économie en crise. Parce que l'État... Nous devons sensibiliser à ces enjeux-là. L'émission, c'est un cri d'alarme pour que les gens prennent conscience. Moi, je vous ai parlé que nous sommes fous collectivement. Oui, mais dans cette folie-là... Lorsqu'on est fou collectivement, il y aura toujours un conducteur un peu moins fou. Oui, mais justement, c'est dans un pays d'aveugle, de borgne, l'aveugle. Parce que tous les pays en crise sont sortis par un leadership éclaireur. Tous les pays du monde ont connu des situations difficiles. Mais il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour sortir les autres d'un point A qui était sombre vers le point B, un point très éclairé. Vous voulez un dirigeant éclairé, non? Ici, c'est la loi qu'il faut appliquer et sanctionner. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? Il faut un leader. Il faut quelqu'un qui dit, mes amis, fini la distraction.
Fini la récréation, nous devons respecter les lois de la République. Policiers, magistrats, citoyens congolais, tout le monde, la loi est au-dessus. Des fois, au pays, nous parlons de l'état de droit, mais nous vivons dans le non-droit. Parce que l'état de droit ne signifie pas tout simplement la liberté de marcher. On dit nous sommes dans l'état de droit. L'état de droit signifie principalement que la loi est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas que la loi de liberté de marcher, où les gens vont aller dans la rue pour dire non, ça va, si là maintenant on est dans un état de droit. Mais si vous ne respectez pas le code de route, vous n'êtes pas dans l'état de droit. Si vous ne respectez pas le code minier, si vous ne respectez pas les différentes lois, même les décrets, les arrêtés, les ordonnances du président de la République, vous êtes dans quel état? De non-droit, et ça devient la place à la jungle, au désordre. Okay. C'est ça le grand principe. Okay. Alors, cher Odinga. Ouais, à cette question sur la monnaie, pour éviter des redites, je pense que le professeur et M. Baka, ainsi que mes prédécesseurs, ont très bien développé. Mais au développement du professeur, il y a des choses qui m'ont un peu tiqué, beaucoup plus sur la décision politique, en évoquant surtout la zaïanisation. Le fonctionnement d'un État, c'est un tout, je l'ai toujours répété ici, surtout avec mes lunettes de publiciste. Si vous avez de très bonnes décisions politiques qui sont appliquées, je pense que ça pouvait entraîner une bonne économie, et l'économie entraînera la force d'une monnaie, et il y aura des conséquences sur le plan social. Il n'y a pas des jours, juste les taximens ont grévé, et il n'y a pas eu de boulot. Ça prouve à suffisance que l'État n'a pas de moyens. Donc par là, il faut qu'il y ait une remise en conscience pour un peu élaguer ce genre de comportement, voire un peu loin pour ne pas qu'il y ait de tels méfaits. Sur ce plan, moi je vois qu'il y a manque de vision politique ou pas de volonté politique. Soit les deux ou l'une. Si l'État avait les moyens de transporter ses citoyens, les taximens pouvaient se donner ce luxe de faire la grève. Non, non, non. Mais parce que l'État n'a pas de moyens. J'ai dit tout cela parce qu'il y a eu d'abord instabilité politique. Je vois ça pas de manière isolée, qu'on a un problème de monnaie, mais je le vois qu'il y a toute une conjonction d'éléments qui entraînent que notre monnaie ne soit pas forte. C'est ça mon analyse. C'est pourquoi j'en viens. Il y a eu la zaïanisation, une très mauvaise décision qui a coulé notre économie. Partant, notre monnaie, la faiblesse de notre monnaie, ce n'est pas un cas isolé que nous avons une monnaie qui est faible. Et partant de là, il y a aussi la loi de l'économie, loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que nous produisons? Le professeur ainsi que M. Bakan a l'évoqué. Quand nous produisons, si nous exportons les francs et nous exigeons que la monnaie locale soit utilisée à chaque fois qu'il y a des achats pour l'exportation, sûrement notre monnaie aura de la valeur. Mais nous importons la quasi-totalité des articles, les habits, voire même, j'ai suivi même à la télé, il y a même les produits agricoles que nous importons. Les riz, il y a le maïs, on a vu toute une balai médiatique. Les ministres de l'économie allaient en Afrique du Sud pour les maïs. Bon, avec ça, qu'est-ce que nous voulons, en quoi voulons-nous que notre monnaie soit forte? Donc ce sont des éléments que nous ayons des gouvernements, des gouvernants qui sont visionnaires, qui ont des décisions quand même conséquentes, qui entraîneraient que ça soit appliqué, et pour que nous sortions de ces bourbiers concernant notre monnaie. Donc c'est une situation, je pourrais dire... Je voulais bien comprendre. Est-ce que la faiblesse de notre monnaie entraîne que l'État libéralise, ce que le professeur Bakan déjà a dit, donne cours légal à plusieurs monnaies sur un même territoire? Mais je l'ai dit, hein, tu sais, le kwanza circule, le franc CFA circule sur le Congo, le dollar circule, l'euro circule, le professeur Wakande déjà posé la question. Quelle est la monnaie qui a cours légal? Votre question nous pouvons importer, oui. Le franc congolais. Alors, si le franc congolais, pourquoi on laisse les autres monnaies circuler concurrentiellement? C'est question de discipline, une décision politique. Et que la Banque centrale, qui est la banque émettrice, doit s'impliquer afin que nous puissions... Voilà, chaque point de rue, il y a un manque de discipline dont nous devons nous ressaisir. Écoutons-nous, M. Baka, oui. Moi, je dis ceci, même en Suède, parce que les Congolais pensent que lorsqu'on parle de l'inflation, elle est seulement une notion congolaise, partout dans le monde. Nous aimons le dollar au Congo, mais on a suivi aux États-Unis, ils ont un problème très sérieux avec leur économie. Donc, des fois, on se trompe.
Je crois que le problème de la monnaie au Congo a dépassé les normes économiques, comme le prof l'a dit. Donc les gens font des dollars comme un culte. Ils ont pris le dollar comme un dieu. Donc les gens adorent les dollars, on ne sait même pas pourquoi. Mais l'État, je crois que comme Bien-Aimé vient de le dire, il faut que l'État puisse prendre des décisions, à dater de toutes les opérations économiques à l'intérieur du pays doivent se faire en monnaie locale, point barre. Même en Suède, là où on est résident, ils ont toujours la monnaie suédoise. Cette monnaie, la Suède avait refusé d'entrer dans la zone euro. Ils sont dans l'Union européenne, mais ils ont gardé leur souveraineté. Mais il y a une stabilité. Quand même, il y a aussi les inflations, mais vous sentez que, puisque le pays produit, et à l'interne, on ne sent pas les fluctuations monétaires. Mais le malheur de chez nous est que cette décision peut être prise, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, aussi longtemps que l'outil de production n'est pas relancé, aussi longtemps que ceux qui sont dans le domaine agroalimentaire ne sont pas soutenus. Mais je crois que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Donc je crois que... Commençons par produire, c'est la moindre des choses. Point barre, je l'ai dit. Dans une économie où l'État n'a pas la même mise sur l'économie. Qu'on s'entende. Produire, c'est une chose. Mais c'est la Circulation de plusieurs monnaies, c'est une autre. Bakandé déjà est présent là-bas. Lorsqu'il était ministre de l'économie, c'est le Bakandé qui avait obligé des commerçants ici de fixer les prix en francs dans les alimentations. Aujourd'hui, s'il y a des prix fixés, le semblant prix en francs, c'est Bakandé déjà. Alors, qu'est-ce qui manque C'est notre faiblesse. C'est une faiblesse et que nous demandons à l'État congolais de pouvoir se mettre debout. C'est l'État qui fixe les règles des jeux, partout dans le monde. Non, j'aimerais vous scandaliser. J'ai été à Chikapa. C'est le franc congolais qui règne à maître en termes de fixation des prix. Moi, j'ai amené ma logique de dollar à chaque fois que j'étais confronté au franc congolais. Un exemple très simple à Chikapa. Je n'ai quiconque à défi, j'y ai passé 4 mois là-bas. C'est le franc congolais qui règne à maître. Ça veut dire? Donc, j'aimerais dire ceci. Je crois que la faute n'est pas seulement de l'État. Je dis que l'État a une grande responsabilité, je me dis ça. Je me dis que, mais les autorités aussi locales. Il y a un ministre des Finances ici, un ministre provincial des Finances, non? Il y a un ministre de l'économie, provincial de l'économie, non? Pourquoi nous ne pouvons pas d'abord résoudre le problème à ce niveau? Le domaine monétaire n'est pas provincial. Compétences nationales. La monnaie n'est pas l'affaire. Mais on a parlé des mesures d'application. C'est-à-dire les autorités provinciales peuvent être les catalyseurs de l'application de ces mesures prises au niveau de l'autorité nationale. Quelles sont les mesures de l'autorité nationale? Très simple. Les mesures sont telles que... Les mesures appliquées maintenant ou ce qui doit être appliqué? Ce qui doit être appliqué. En termes très simples. Nous avons parlé de la production ici. Nous avons parlé de la même mise sur les circuits monétaires. Nous avons parlé de la maîtrise de l'économie. Nous avons parlé des mesures d'application pouvant conduire à favoriser l'entrepreneuriat local. Hein? Exactement. Non, quand on parle de... L'émission étant pédagogique, je voulais bien comprendre. Je ne suis pas économiste par le fait que je suis intellectuel intelligent. Nous ne devons pas confondre la filière allant vers l'inflation et la dépréciation de la valeur monnaie et la diversification de monnaie sur un territoire. Une économie peut être en récession. La conséquence que la monnaie va connaître, on peut connaître l'inflation galopante avec une dépréciation, la perte de pouvoir d'achat par rapport à une monnaie. Mais cela ne veut pas que et le franc congolais, et le dollar, et le livre sterling, et le kwanza ont cours légal par le fait que notre économie est en récession. C'est une dimension que le directeur pose. L'existence des dollars sur notre marché. Est-ce que ça fait partie que parce que nous ne produisons pas? Si nous avions une loi, aujourd'hui parce que nous avons libéralisé, les secteurs que le dollar peut concurrencer les francs congolais sur le marché. C'est ce que vous avez dit, la théorie de la fausse monnaie qui chasse la mauvaise. Mais si le dollar n'avait pas cours légal au Congo, les gens, tout se passait en francs congolais. On peut connaître une crise économique avec une inflation et une dépréciation monétaire ou une inflation dont on parlait en termes économiques. C'est ça le sens qu'il faut voir. Même si nous produisons nombreux, même si nous produisons d'autant, mais nous laissons les dollars, les livres sterling, le kwanza et tout ça sur le même marché avec le franc congolais. Les mêmes problèmes ne vont pas susciter. Parce que les gens auront toujours la confiance à se réfugier au dollar ou à une autre monnaie. Mais nous avons donné un exemple. Il faut partir de l'histoire. Nous avons eu le Zaïre dans ce pays. Toutes les transactions étaient faites en Zaïre monnaie. Je vais donner un deuxième exemple.
pas très loin, 1998, parce qu'avant il y avait des nouveaux Zaïre, des anciens Zaïre, etc. 1998, on avait dit la seule monnaie ayant cours légal, c'est le franc congolais. Ça traînait pendant une année et demie ou deux. Ensuite, il y a eu la guerre et tout ça, on est rentré dans ce désordre-là. Donc, il y a, on peut revenir sur les mêmes mesures. Parce que l'inflation, c'est dans tout, il y a tous les pays, une économie ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait inflation, il y a toujours l'équilibre et le déséquilibre. Le problème, c'est d'assurer une certaine stabilité. Il ne faut pas qu'il y ait disparité importante entre la hausse et la baisse. Donc, il faut assurer la stabilité. Donc, une économie dynamique doit avoir des périodes, parfois des récessions, parfois les récessions sont provoquées. Donc, c'est un mécanisme complexe. Le plus important, c'est de donner confiance aux citoyens qu'il faut qu'ils aiment leur monnaie, que s'ils soutiennent leur monnaie, ils seront appuyés par l'autorité politique et que les acteurs économiques doivent produire, ils peuvent être aidés parce qu'une banque nationale n'a pas que le rôle d'assurer l'équilibre, elle peut aussi contribuer à la croissance et à l'emploi. Ça se fait, mais parce que vous avez maintenant la crise en Europe. Les banques centrales ne devaient pas intervenir dans l'économie, mais on voit partout qu'elles interviennent. Donc, parce que, oui, au départ, la Banque centrale est une autorité de régulation. Okay. D'abord, dans le secteur bancaire, ce sont eux qui sont en train de réguler les banques commerciales. Oui. Au-delà de ça, la Banque centrale est un levier de croissance pour plusieurs pays. Parce que s'il y a la production, par exemple, de la planche à billets, ça vient intervenir dans une économie. La production, par exemple, de nouveaux billets, la promotion des monnaies locales, c'est dans les obligations, dans le corps de la Banque centrale. Mais la nôtre, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? Et comment même la Banque centrale va-t-elle intervenir quand au départ, l'économie est tenue, l'économie de tout ce qui est lié aux banques commerciales sont entre les mains des étrangers. C'est ça le problème. Vous avez les Congolais de créer des banques. Ou bien l'État même d'avoir des banques commerciales, parce que nous avons vu l'État congolais. Je vous informe que l'État congolais a des parts dans la BCDC, dans la banque commerciale congolaise. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'avoir des parts majoritaires et d'être un levier qui va booster l'économie? Un taux de bancarisation, d'aucuns parlent de 5% à 10%. Mais moi, ayant évolué dans ces circuits pendant plus de 5 ans, je vous informe que le taux de bancarisation ne dépasse même pas 4%. Et le 4%, nous les avons atteints avec la présence des agents de l'État. La bancarisation qu'a fait M. Matata, je ne sais pas, de reste mémoire ou de triste mémoire à la population de juger. Nous sommes arrivés à 4%. Et là, je me pose des questions. Nous avons un taux de bancarisation de 4%. Mais de quoi vivent les banques? De quoi vivent les banques? Il faut bien analyser le fait. Avec des bénéfices de plus de 15, 25, 35 millions de dollars. Voici. Alors, Monsieur Lokaka, selon vous, que faire pour que les Congos que nous sommes là puissent mettre en valeur sa propre monnaie d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je vous remercie sincèrement et je salue la présence du professeur Bakandéja et la manière qu'il a brossé la situation sur la monnaie. Je crois que c'est une bonne synthèse. Et au-delà de ça, il y a une prise de conscience collective. Il faut une éducation à la citoyenneté. Il faut des campagnes d'éveil patriotique parce que les responsabilités sont partagées entre les dirigeants et les dirigés. Alors tous nous devons concourir à la normalisation de la vie publique en RDC. Non seulement la normalisation, mais la planification de notre société. Les gens sérieux et les économistes, je le réserve, ils pensent que l'annualité budgétaire n'amène pas le pays au développement. Il faut un plan de développement.
de 20, 30 ans. Et avec un plan, le dossier monnaie peut être résolu. Est-ce que mon pays peut penser à la bonne gouvernance si nous sommes un État? Et nous devons... J'ai suivi... Vous avez suivi ce qu'il a dit, l'exemple de Congo-Brazzaville en face ici. En face. Tous les pays africains ici. Tout à fait. Non, je prends celui qui est tout près de nous. Oui, oui. Ou bien en Angola. Tout à fait. Vous entrez avec le dollar, vous ne pouvez rien faire. Je crois que c'est ça la notion de la bonne gouvernance. Parce que dans la bonne gouvernance, nous allons respecter les textes. C'est ça la normalisation. Quelqu'un a parlé de la route. C'est-à-dire le code. Quand on respecte la Constitution, on respecte la loi sur les finances, la loi sur les programmations, le code minier dont le professeur a parlé. Comment vendre les minéraux congolais? Je sais que le Congo ne fait pas partie d'un État social. Je pense qu'il est dans le libéralisme en outrance. Parce que il n'y a pas 2 mois, il a sorti un livre sur... c'est le code minier. Le code minier, oui. Si on respecte, professeur, le code minier, l'État congolais serait sérieux. Parce que moi, je me pose une petite question. Quand on a 10 milliards de projections budgétaires, alors, le gentleman là de Facebook ou Bill Gates, donc, ils peuvent tout prendre pour le Congo. Parce qu'il a un chiffre d'affaires de 160 milliards de dollars, lui, dans Facebook. Donc, ce gars, implicitement, il peut nous prendre. Facebook et Bill Gates ont 300 à 400 milliards de dollars. Alors, je me demande, ces 2 messieurs peuvent prendre le Congolais facilement. C'est question de sérieux. C'est comme ça que je dis. Quand on a la normalisation, on a la bonne gouvernance, on a le sérieux, le professeur, c'était juste sa synthèse. Ce que j'avais vécu en Chine, lors de notre formation, c'était... Les Chinois nous disaient, tant que vous n'invitez pas la science et la technologie de Robert Ngambi, nous n'allons pas nous sortir, professeur. Votre exposé, c'est la science et la technologie. Dès que le dirigeant congolais prend conscience qu'à l'heure actuelle du XXIe siècle, la science, c'est-à-dire on définit la monnaie, l'émission de la monnaie, le rôle de la monnaie, tant politique, économique et social. Maintenant, le dirigeant scientifiquement, il dit non, non. Par rapport aux lois, on doit appliquer. Donc, la science et la technologie. Alors, bon, les dirigeants, parce qu'il ne faut pas aller aux dirigeants, et les dirigés doivent prendre conscience. Mais vos dirigeants ont quand même des diplômes. Oui, mais maintenant, c'est... Nous n'allons pas aller dans les condamnations. Nous sommes obligés de... Colonel, vous en tant que militaire, votre monnaie est devenue un papier chiffon, là, tout ça. Que faut-il faire pour que les francs congolais deviennent la devise qu'il faut pour notre pays? Merci, directeur. Il est difficile de prendre la parole après le passage des éminents, comme le professeur Bakandeja. Il a parlé des paramètres. Lui vous a donné la voix. Oui, mais vous autres, exactement. Maintenant, qu'est-ce que vous Je suis en train de vous répondre. Ok. Le paramètre que j'ai retenu, compte tenu de mon profil, pas de sécurité, pas d'investissement. Ça veut dire quoi? Et il a encore dit, on s'assit sur les futilités, les Congolais. Mais ça fait près de 25 ans, nous sommes dans l'insécurité. Et quand vous regardez, les réformes sur ces secteurs n'avancent pas. Pourquoi? Et c'est ça qui amène à la crise de l'État, au déficit sécuritaire qui fait que les frontières restent poreuses, 2 345 000 kilomètres carrés, avec près de 10 000
des frontières. Mais quand vous regardez, je prends l'exemple, les frontières avec le Rwanda, qui nous agressent. Vous avez les lacs Kivu, 70 km. Vous prenez au-delà du lac Kivu, il y a 60 km. La frontière est poreuse. Donc, vous pouvez quitter, à tout moment, vous entrez au Rwanda, vous revenez. Et de l'autre côté, ce sont des montagnes. Mais à l'heure qu'il est, il faut vous poser la question, cette frontière poreuse est sécurisée par combien d'éléments militaires ou policiers? Oui, d'accord. Là, on reviendra, parce que c'est le deuxième sujet, la sécurité. Je terminerai pour dire ceci. À tout ceci, et tout ce qui a été dit, moi je me dis, même s'il faut réformater les Congolais, il faut retenir que nous sommes un pays sous occupation étrangère. Et c'est un point capital qu'il faut absolument mettre à l'esprit et qu'il faut lutter aussi contre cette occupation. Sinon, cette insécurité ne sera pas finie. D'accord. Mamia Bongo. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'embrasse tout ce que les éminents intervenants ont dit ici. J'ai lu quelque part, on dit que la République démocratique du Congo est le 8e pays pauvre de la planète. Et parmi les 10 pays riches en Afrique, on compte la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays en même temps riche et en même temps pauvre. Et avec les ressources naturelles que nous avons, on dit que la RDC est dans une ineptie géologique. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que le tissu économique de notre pays est déchiré. Et nous avons toujours compté sur les autorités du pays à venir coudre un peu ce tissu économique qui est déchiré par des événements malheureux que nous avons eus, la zéradisation, le pillage, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe que notre monnaie aujourd'hui perde de la valeur? C'est là votre question, M. Noël. Mais, M. Noël, le dollar entre partout. À Bunagana, le dollar entre. Au Nord Kivu, le dollar entre. Dans le Haut-Katanga, le dollar entre. Du côté de Matadi, les dollars entrent. Le dollar entre de partout. Par Brazzaville, ça entre. Par Brazzaville, ça entre. Mais par Njili aussi. Par Njili aussi. Est-ce que la Banque centrale contrôle la monnaie en circulation, la masse monétaire, M2? Est-ce que la Banque centrale peut nous dire aujourd'hui, au jour de samedi, pas dimanche, samedi, autant de francs congolais étaient en circulation? Est-ce qu'on peut nous le dire? Est-ce qu'on peut nous dire combien de dollars circulent dans notre pays? Il n'y a pas de réponse à ça. Donc, on ne réglemente pas les choses, on n'applique pas la loi sur les finances publiques, on n'applique pas la loi sur le taux de gens. Nous vivons ce désordre. Et moi, je dis que c'est un désordre entretenu. Parce que si on doit faire les choses de manière sérieuse, on ne peut pas accepter que dans chaque coin de rue, on palpe les francs congolais. Ou on peut changer l'argent quand on veut. Or, notre pays, quand vous allez même au Rwanda ici, il y a un collègue qui m'a dit, vous avez vos dollars, mais vous ne les consommez pas. Vous devez aller à la banque. On vous donne les francs rwandais et là, vous pouvez utiliser les francs rwandais, acheter ce que vous voulez. Mais ici, vous allez dans les magasins, c'est libellé en dollars. Moi, je suis dans les finances publiques. Lorsque vous redressez une entreprise, vous les redressez en dollars. Les mining, vous les redressez en dollars. Donc, vous voyez que nous-mêmes, en interne, nous ne donnons pas confiance à notre monnaie. Nous laissons la place au dollar. Les Minerva dans les écoles, c'est libellé en dollars. Il y a le budget en dollars. À un moment, il y a un ministre qui a parlé de la dédollarisation de l'économie. Les arrêtés interministériels étaient libellés en dollars. Mais après un temps, les vieilles pratiques sont revenues. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant de la dollarisation de l'économie. Donc, il y a un effort à faire. Quelqu'un dit ici, on doit jouer sur la mentalité du Congolais. Mais cherchons à contrôler la masse de monnaie en circulation. Parce que lorsque vous contrôlez la masse de monnaie qui circule, c'est à ce moment-là que votre monnaie aura de la valeur. Et si vous produisez aussi, quelqu'un a parlé de la production.
travaillons en interne, c'est-à-dire suscitons des investisseurs locaux, appelons aussi les investisseurs étrangers parce qu'on ne peut pas se développer seul. M. Ngambi a toujours parlé de la domestication du savoir. Créons des usines, implantons des entreprises, produisons des égouts ici, produisons des babouches, des chaussures, des pagnes, made in Congo. C'est à ce moment-là que nous verrons que notre monnaie aura de la valeur. Mais si nous laissons nos frontières poreuses, nous laissons le dollar entrer n'importe comment, et aussi, nous touchons en francs congolais 240 000, mon salaire, mais je dois payer le loyer. J'ai même les mains lourdes quand je prends le loyer en francs congolais pour aller donner à mon bailleur. Il va me regarder 2 fois, mais vous me donnez en francs congolais. Et il n'y a pas de dollar. Donc c'est déjà ancré en nous que la monnaie forte, la monnaie de référence, c'est le dollar. On ne paye pas le loyer en francs congolais. Nous allons dans les supermarchés, nous déboursons des dollars. Le Minerval, comme vous avez dit. Les Minerval, c'est en dollars, les frais académiques en dollars, la dot en dollars. Donc voyez comment nous sommes dollarisés, même dans le mental. Donc il nous faut, je ne sais pas, un exorcisme, oui, professeur. On a parlé de démons. Bon, il faut une délivrance, que nous puissions un peu sortir de cet état de choses, mais il faut commencer par le commencement. C'est la production et appliquer aussi la loi. Si aujourd'hui on décide, voilà, à partir de tel jour, nous voulons que la consommation ou l'utilisation des monnaies étrangères puisse s'arrêter, vous donnez le temps aux opérateurs économiques qui s'imprègnent de ça et vous commencez à implémenter cette culture petit à petit. Je crois qu'on donnera de la valeur à notre monnaie. Parce que nous voyons sous d'autres cieux. Vous avez le Mexique, par exemple, consomme le dollar et le pesos. 2 monnaies. Mais nous, ici, c'est une kyrielle de monnaie et ce n'est pas normal. Dans un pays organisé, qu'on puisse consommer autant de monnaies, l'euro, le kwanza, le franc CFA, les shillings. À partir des 2 monnaies, d'abord, c'est mauvais. Alors, professeur, je poserai la question, professeur Bakandéja et M. Baka. Vous avez parlé de la production. Nous n'avons pas d'entreprises qui produisent. Si, je pose la question, si on autorisait à la Banque centrale détourner la planche à billets et injecter cette planche à billets dans le secteur de la production, c'est une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Parce que le problème, je vous ai parlé des missions. La Banque centrale, la mission actuelle, la fonction principale, c'est la stabilité des prix. Mais elle peut aller au-delà pour soutenir des entreprises en difficulté. On peut même utiliser la planche à billets, mais en l'orientant vers des investissements. Ça, c'est faisable. Ce n'est pas interdit. Tous les pays utilisent ces procédés-là. Nous avons maintenant, avec la crise en Europe, les banques centrales interviennent. Les États-Unis, champions du libéralisme, l'a fait au moment de la crise de 2007. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Il suffit simplement de prendre la décision et ça relève au-delà même de la banque. On peut demander à la banque d'injecter de l'argent dans l'économie et cela est possible. À la condition, directeur, je m'excuse pour je complète le professeur. Lorsqu'on injecte la monnaie, c'est dans une économie où vous avez une transformation locale. C'est juste pour relancer la production, augmenter la consommation. Mais dans une économie extravertie comme le nôtre, où vous lancez pensant produire, mais les machines, vous devez les acheter en Chine pour produire. Les intrants, les engrais pour produire, vous devez les importer en Ukraine ou en Russie. Conséquence, tout ce que vous injectez là, les opérateurs récupèrent et en transforment encore pour chercher une monnaie stable, aller importer en Ukraine et en importer à ceci. Ça va créer un problème. Nous avons des opérateurs locaux. Il y en a. Il faut choisir les gens sérieux à qui on peut donner les moyens pour produire, surtout dans l'agriculture. Dans l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'aller importer ailleurs. Nous avons une terre qui nous permet de cultiver avec les moyens élémentaires. Et puis vous avez une production, mais simplement il faut organiser la redistribution. Organiser la distribution, donc ça implique les routes, il faut les aménager. Les circuits économiques, les marchés. C'est cette manière-là que sans ça, on ne s'en sortira pas. S'il faut compter seulement sur l'extérieur. Les Congolais doivent prendre des risques
parce que l'investissement, c'est un risque. Un opérateur économique, il faut minimiser ces risques-là en l'aidant. C'est d'où l'importance d'avoir des banques, des crédits agricoles. Vous avez comme le fonds de promotion de l'industrie pour la petite industrie. Ça existe aussi autre chose. Il faut avoir des mini-centrales hydroélectriques parce que vous ne pouvez pas fonctionner sans courant. C'est un des éléments les plus importants lorsqu'on doit, dans le cadre même de Doing Business là, on doit. Quelle est l'accessibilité que vous avez à l'énergie? Aujourd'hui, on a même la possibilité d'avoir l'énergie solaire. Ça résout des problèmes. Donc, il suffit simplement que les gens apprennent à investir. Et vous qui êtes opérateur économique, vous pouvez vous regrouper. Moi, je crois que quand j'étais au ministère de l'économie, on avait créé un cadre de concertation entre les entreprises, etc. Mais il faut utiliser ça. Malheureusement, quand on était là, on ne voyait pas des Congolais. Dans la production industrielle, on ne voyait pas les Congolais. C'était toujours des étrangers. Les Ouest-Africains, les Libanais. Une autre difficulté, c'est laquelle? C'est que le commerce général, il est plus exercé par des étrangers, alors que les lois l'interdisaient. Donc vous voyez qu'on peut toujours soutenir, c'est une question de volonté politique. Cela est faisable. Et donc il n'y a rien, il n'y a pas à s'alarmer. Il faut toujours avoir l'espoir. Il ne faut pas avoir... il faut toujours espérer mieux faire. Si vous n'avez pas fait aujourd'hui, vous prenez conscience que demain, on peut faire mieux. Et ça, il faut une planification. Même pour les banques. Les Congolais n'investissent pas dans les banques. Vous parlez des banques, des étrangers, etc. Mais il n'y a pas que l'État qui peut créer des banques. Mais les Congolais, il y a une banque, si vous avez 10 millions de dollars, il y en a qui en ont plus. Avec 10 millions de dollars, vous pouvez créer une banque. C'est possible. C'est possible. Alors, si vous avez... À la limite, il y a les IMF, les institutions de microfinance. Non, même pas. Il ne faut pas aller microfinance. Prenez des risques. Des pays comme le Nigeria, partout là, c'est des nationaux qui tiennent. Et il faut choisir parmi les nationaux les gens qui sont capables d'aller gérer, même pas pour aller gérer comme des boutiques familiales, sans tenir de comptabilité, etc. On commence à utiliser l'argent pour des choses inutiles. Mais on travaille ensemble et on doit avoir l'idée de travailler en groupe pour minimiser les risques. C'est pourquoi on crée des sociétés. Mais au Congo, les gens ne veulent pas créer des sociétés avec les autres, ils veulent avoir des sociétés pour eux, sans tenir de comptabilité, et c'est ça qui nous conduit à la situation actuelle. Donc, aimer son pays, le pays peut vous apporter un appui, les institutions là, sont là pour ça. Il faut qu'on trouve au niveau des institutions les gens qui ne pensent pas leur ventre à eux, mais qui voient la collectivité qui est en péril. Ok. Voilà cet espace de forum de médias. Ce n'est pas l'espace de polémique, ce n'est pas l'espace de règlement des comptes, ce n'est pas l'espace de flatterie, c'est l'espace de réflexion. Je pense que si les Congolais est honnête, doit savoir que c'est que ces têtes pensantes sont en train de produire, c'est pour aider le pays. Et si les choses, si les voix qui sortent de cet espace ne sont pas appliquées, la faute revient aux Congolais parce qu'ils ne savent pas placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, monsieur. Je voulais juste conclure, parce que le professeur m'a pris le fromage dans ma bouche. L'aspect formation, c'est très important. Vous savez, l'homme congolais n'a pas été formaté pour être réussir dans l'entrepreneuriat. La formation depuis les années 60, tout ça, c'était juste, on forme les cadres pour aller dans l'administration et consort. Tandis que dans les zones anglophones, on formait le businessman. Donc je crois qu'on doit intérioriser la culture maintenant des affaires au Congo. Et les professeurs, vous devez réformer aussi votre enseignement pour former l'élite congolaise qui, demain, va vraiment avoir l'envie de créer. Parce qu'aujourd'hui, le développement, ce n'est pas seulement l'État, c'est aussi le privé. Oui. Mais il faut préparer, nous sommes en 2023, dans 15 ans. Quel type de Congolais qu'on aura dans 15 ans et qu'est-ce qu'il va produire? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Mais ce qui reste à faire, c'est là où nous pouvons maintenant réfléchir sur l'avenir de notre Afrique, l'avenir du Congo. Et c'est un travail intellectuel et je crois que l'éducation joue un rôle capital. L'enseignement, on doit changer, réformer notre système éducationnel qui est vraiment, je me dis, archaïque, qui
Je ne sais pas ce que... C'est quoi ou quoi? Non, moi je bénéficie de ça. Voilà, je m'excuse, j'avale ça, mais je me dis, par rapport, est-ce que la société aujourd'hui a besoin, puisqu'il y a un besoin, vous savez, il y a un besoin de la société, mais est-ce que la formation aujourd'hui répond aux désirables de la société? Nous créons des diplômés, mais on ne crée pas des intellectuels. Donc je crois qu'on doit réformer notre système éducatif pour former vraiment des gens capables dans l'agriculture, dans l'élevage, dans menuiserie. Mais et vous savez, ici à Kinshasa, il y a combien d'écoles agroalimentaires ici? Il y en a trop peu. Il y a l'ITI de Mombele. Oui, les grands entrepreneurs dans le monde n'ont pas tous été à l'école pour avoir des diplômes. Le management, c'est quelque chose d'inné, de naturel. Mais la formation ne doit pas être oubliée. C'est ce que vous dites là, c'est important. Mais il faut avoir des hommes capables de prendre des risques, parce que quand vous développez votre activité, vous développez vous-même, vous développez la collectivité, et c'est comme ça qu'on peut aller... C'est là même que je place le mot pour accompagner l'idée de la formation. Cher professeur, devant le micro, moi je propose qu'il y ait un plan de formation en mentorat. Avec l'expérience que vous avez, organiser des séminaires et de formation pratiques par rapport à la jeunesse, par rapport à monsieur tout le monde, partagez vos expériences personnelles. Nous avons vu aux États-Unis George Bush recevoir 5 000 ou 50 000 $ par heure parce qu'il devait partager son expérience en politique. Je crois que l'État congolais doit développer, au-delà des formations professionnelles, mais des formations aussi en mentorat. Des hommes qui ont pu réussir dans leur domaine, offrir volontairement leur expérience pour aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir acquérir de connaissances très pratiques et évoluer. C'est là même que j'ai apprécié le système que l'université de Kinshasa avait appliqué à un moment, en invitant le chef, en fait, le président du Sénat à l'époque, Léon Keguado, dont on lui donna une partie de cours, pendant qu'il n'était pas en fait professeur, mais pour développer juste l'aspect expérience. Je crois que ce sont des types de formations qu'on doit annexer pour développer le cerveau, développer la mentalité congolaise par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que moi, dans ma formation, je crois qu'avec mon Master in Business Administration que j'ai eu à l'Université de Liège, j'ai eu un cours de plus de 90 heures sur l'entrepreneuriat. Donc, l'Université de Liège a ce genre de programme pour les universitaires. Mais en sciences économiques, le cours même d'entrepreneuriat, combien d'heures? C'est un cours qu'on devait m'appliquer dans toutes les filières. Un juriste doit avoir l'essence entrepreneuriale parce qu'il y a des cabinets à diriger et tout ça. Ok. Former la jeunesse dans l'entrepreneuriat, c'est une très très bonne chose d'abord. Alors, nous n'avons pas abordé l'insécurité qui fait du Congo le grand malade. Vous comprenez que le problème monétaire, c'est un problème capital. Aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien faire. Et même ceux qui ont l'argent dans ce pays, ils ne savent pas investir dans des domaines porteurs de croissance économique dans ce pays-là. Vous comprendrez, nous avions parlé que de notre franc congolais, qui est notre attribut qui fait la souveraineté de ce pays. Nous disions la fois dernière, il y a un livre sur le marché, Holocauste au Congo, de Charles Onana. Ce livre, les Congos, j'ai comme l'impression, ne portent pas attention à ce livre. Il est question que les pouvoirs puissent prendre les dispositions pour que ce livre arrive sur le marché congolais et qu'il soit dans les écoles primaires, secondaires et universitaires et qu'il soit entre les mains des hommes politiques. C'est un livre qui a beaucoup de révélations sur notre pays. La semaine prochaine, nous allons parler de la politique de l'habitat. Dans ce pays, les pouvoirs négligent totalement la politique de l'habitat. Ce qui pose problème, un problème très sérieux de logement, surtout dans la capitale, surtout, et dans les grands centres urbains de notre
république. Et réfléchissez un peu, Kinshasa a connu une scène qui est passée comme un film. L'exécutif et le législatif se sont affrontés et il paraît qu'ils sont réconciliés aussitôt. Réfléchissez-en. C'est un conflit de Kinshasa, un conflit individuel. Nous allons, ce sont les gouvernants, et vous voyez bien Kinshasa, dans quel état ça se trouve, dans quelle situation nous sommes dans Kinshasa, sur la route, vous voyez quelle indiscipline. Eh bien, réfléchissez, nous allons parler, tout cela, la semaine prochaine. Colonel, excusez-nous, on n'a pas parlé de la gestion de catastrophes. Kahele, Bassan Koussou, nous allons parler aussi de la gestion, comment est-ce qu'on gère des catastrophes chez nous. Mesdames et messieurs, la télévision du développement est à votre disposition. Cette émission passe sur YouTube et nous nous retrouvons dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Merci, professeur. Merci, les intervenants. Nous espérons que l'équipe technique et la réalisation nous ont aidés à réaliser ces plateaux. Au revoir.